Ce soir, la chasse aux insurgés continue. Difficile de chiffrer les morts de part et d'autre. Un premier bilan fait état de 80 morts et de 150 blessés côté loyalistes. 19 septembre 2002, pendant que la Côte d'Ivoire se réveille sous les tirs, 3 villes sont attaquées simultanément. Abidjan résiste, Korogo tombe et Bouaké bascule. À la tête de l'offensive de la deuxième ville du pays se trouve un homme que presque personne ne voit, mais dont le surnom fait déjà trembler les casernes, Zaga Zaga. Quelques jours plus tard, il est mort, sans procès, sans témoignage détaillé, sans même une version incontestable de ses derniers instants. Pourtant, derrière ce nom presque effacé se cache l'un des hommes qui ont contribué à faire entrer la Côte d'Ivoire dans l'ère des coups d'État, des rébellions et de la partition. Son nom véritable est Oumar Diarra-Souba. Son grade dans l'armée varie selon les récits postérieurs. Mais les sources les plus proches des événements le présentent généralement comme un caporal de l'armée ivoirienne. Son surnom Zaga Zaga aurait été formé à partir du bruit des rafales d'un fusil d'assaut. Zaga Zaga, le crépitement sec et rapide d'une arme automatique. Un surnom qui résume presque toute sa légende, mais qui a aussi fini par cacher l'homme derrière le combattant. Car de sa jeunesse, de son milieu familial ou de sa vie avant l'armée, les archives publiques disent très peu de choses. Zaga Zaga n'a laissé ni mémoire, ni longue interview, ni récit personnel. Sa biographie commence véritablement au moment où l'armée ivoirienne entre dans la politique. Et tout commence en décembre 1999. À cette époque, la Côte d'Ivoire traverse une crise profonde. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, les tensions politiques se multiplient. Henri Konan Bédié a succédé au père de l'indépendance, mais son pouvoir reste contesté. L'économie ralentit. Le débat sur l'ivoirité empoisonne la vie politique. La nationalité d'Alassane Ouattara est remise en question et dans les casernes, le mécontentement grandit. Une partie des soldats ivoiriens envoyés en République centrafricaine dans le cadre d'une mission de maintien de la paix réclament le paiement de primes. Leur colère rencontre celle d'autres militaires qui dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Le 23 décembre 1999, la mutinerie éclate. Parmi les soldats qui passent à l'action se trouve Oumar Diarra-Souba. Une étude publiée le cite avec Souleymane Diomandé, surnommé La Grenade, Boka Yapi, Issa Touré, Néman Yepa et Yves Yanago. Plusieurs appartiennent à la force d'intervention rapide para-commando, la FIRPAC, une unité d'élite créée par le général Robert Guéhi. Ces hommes ne se contentent pas de manifester. Ils s'emparent de la poudrière du camp d'Akouedo et ils ont désormais accès aux armes et aux munitions. La révolte salariale vient de changer de nature. Le 24 décembre 1999, le général Robert Guéhi annonce la destitution du président Bédié et prend la tête d'un comité national de salut public. La Côte d'Ivoire, longtemps présentée comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, vient de connaître son premier coup d'État. Mais une question demeure. Qui a réellement pris le pouvoir? Robert Guéhi devient le visage officiel du nouveau régime. Pourtant, derrière lui, les jeunes soldats qui ont ouvert les arsenaux, mobilisé les casernes et imposé le changement se considèrent comme les véritables auteurs du coup d'État. Parmi eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, s'impose comme une figure centrale. Autour de lui apparaissent plusieurs militaires dont les surnoms marqueront la décennie suivante. La Grenade, Ouattara, Chérif Ousmane, Thio Fosier et Zaga Zaga. Ces hommes ont remis le pouvoir à un général, mais ils disposent maintenant d'armes, d'une réputation et surtout de la certitude qu'un petit groupe de soldats déterminés peut renverser un président. Très vite, l'alliance entre Robert Guéhi et les jeunes putschistes se brise. Le général ne veut plus être l'instrument de ceux qui l'ont installé. Il cherche à reprendre le contrôle de l'armée et à écarter les soldats devenus trop puissants. La rupture éclate au grand jour dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, lorsque la résidence de Robert Guéhi est attaquée. L'événement sera surnommé le complot du cheval blanc, en référence à la monture du général tué pendant l'assaut. Des militaires sont arrêtés, 28 soldats ont été interpellés et sévèrement torturés après cette attaque. Les travaux ultérieurs citent Oumar Diarra-Souba, dit Zaga Zaga, parmi les militaires arrêtés dans cette affaire, même si le résumé public du rapport ne donne pas les noms de tous les détenus. Ce qui est certain, c'est que la relation entre le régime de Guéhi et l'ancien noyau putschiste est désormais détruite. En octobre 2000,
Gueye va tenter de conserver le pouvoir à la suite d'une élection présidentielle dont plusieurs candidats majeurs, notamment Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, ont été exclus. Lorsque Gueye cherche à imposer sa victoire, la rue et une partie des forces de sécurité se retournent contre lui. Laurent Gbagbo accède à la présidence. Mais le changement de présidence ne ramène pas la stabilité dans l'armée. Plusieurs anciens putschistes sont désormais recherchés ou considérés comme déserteurs. Certains quittent le pays. Un noyau se reconstitue, notamment à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le journal Le Monde va décrire plus tard une organisation clandestine appelée la Cosa Nostra, constituée autour d'Ibrahim Koulibaly. C'est dans ce réseau qu'apparaissent de nouveau Thio Fauzier, Souleymane Diomandé, Irénée Cablan et le fameux Zagazaga. Les responsabilités exactes de chacun de ces groupes restent difficiles à reconstituer. Les acteurs ont donné, après la guerre, des versions souvent incompatibles. Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly se sont notamment disputés la paternité de la rébellion. Chacun avait intérêt à agrandir son propre rôle et à diminuer celui de son rival. Ce que les sources disent ou établissent, c'est qu'en revanche, Zagazaga appartient au noyau militaire qui prépare le retour armé en Côte d'Ivoire. Et dans la nuit du 18 au 19 septembre, ce noyau passe à l'action. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit partagée au maximum de personnes. Le plan est très ambitieux. Frapper simultanément Abidjan, Bouaké et Koro. Guillaume Soro expliquera dans son livre Pourquoi je suis devenu rebelle, publié en 2005, qu'un commandement différent avait été prévu pour chaque ville. Kone Massemba devait conduire l'attaque de Korogo. Ouattara Issouf, surnommé Kobo, devait coordonner celle d'Abidjan et Bouaké était confié à Oumar Diarra-Souba, dit Zagazaga. Ce choix en dit long sur son importance. Bouaké n'est pas une cible secondaire. Située au centre du pays, elle est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Elle abrite des installations militaires stratégiques et contrôle l'un des principaux axes reliant le nord au sud. Celui qui tient Bouaké peut menacer Yamoussoukro, couper les communications et transformer une tentative de coup d'État en guerre territoriale. À Abidjan, l'opération échoue. Les insurgés ne prennent ni le pouvoir ni l'ensemble des positions stratégiques. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Émile Bogadoudou, est assassiné. Robert Gueye est retrouvé mort. La résidence d'Alassane Ouattara est incendiée et celui-ci trouve refuge auprès de diplomates étrangers. La capitale économique reste néanmoins sous le contrôle du gouvernement de Laurent Gbagbo. À Korogo et à Bouaké, la situation est différente. Les insurgés prennent rapidement le contrôle de deux villes. Un numéro d'Africa Confidential daté du 27 septembre 2002 indique que le caporal Oumar Diarra-Souba a été aperçu à Bouaké. À la même période, la presse internationale commence à identifier les anciens putschistes de 1999 au cœur du soulèvement. Ce n'est donc plus une simple mutinerie improvisée. Les assaillants disposent d'un plan, de plusieurs commandements et d'objectifs territoriaux. La chute rapide de Bouaké leur offre une base. L'échec d'Abidjan les oblige toutefois à modifier leur stratégie. Puisqu'ils n'ont pas renversé le pouvoir en une nuit, ils vont tenter de progresser vers le sud. La route de Yamoussoukro devient alors essentielle. Entre Bouaké et la capitale politique se trouve Tiébissou. Plusieurs récits affirment que Zagazaga est tombé au combat dans la région de Tiébissou. D'autres le disent tué lors d'une contre-offensive des forces gouvernementales. Guillaume Soro écrit qu'il a péri sur le champ de bataille. Mais une autre reprise de son récit évoque un décès accidentel à la fin du mois de septembre. Le 7 octobre 2002, le quotidien gouvernemental Notre Voix publie un article annonçant la mort de Zagazaga au cours des opérations menées pour reprendre Bouaké. Ces témoignages tardifs d'anciens rebelles le décrivent comme étant tombé aux premières heures de la bataille de Bouaké. D'autres récits déplacent la scène vers le front de Tiébissou. Aucune des sources publiques consultées ne fournit à la fois des dates incontestables, un rapport militaire indépendant, un acte de décès détaillé et une description vérifiée de la scène. La conclusion la plus honnête est donc la suivante. Oumar Diarra-Souba est bien mort au début de la rébellion, probablement entre la fin de septembre et les premiers jours d'octobre 2002, sur le front de Bouaké ou dans l'axe menant vers Tiébissou.
Mais la date, le lieu exact et la cause immédiate de sa mort ne sont pas établis de façon suffisamment indépendante pour présenter une version unique comme une certitude. Cette absence de réponse n'affaiblit pas son histoire. Elle révèle au contraire toute la violence. Zagazaga disparaît au moment précis où le soulèvement change de forme. Il n'est plus là lorsque les insurgés donnent officiellement une identité politique à leur mouvement. Il ne participe pas aux négociations. Il ne dirige pas l'une des zones qui partageront plus tard le nord ivoirien. Il n'a pas le temps de transformer son influence militaire en pouvoir politique ou économique. D'autres le feront à sa place. Il demeure le combattant du commencement, celui de la poudrière d'Akwedo en 1999, du conflit avec Robert Guèye, de l'exil et de la prise de Bouaké. Sa mort précoce l'empêche d'être associé directement aux luttes de pouvoir qui déchirent ensuite la rébellion. À partir de 2003, puis surtout de 2004, la rivalité entre Guillaume Soro et Ibrahim Coulibaly devient ouverte. Les partisans des deux hommes s'affrontent. Ibé, qui se présente comme le père militaire de la rébellion, est progressivement marginalisé. Certains commentateurs affirmeront plus tard que si Zagazaga avait survécu, Ibrahim Coulibaly aurait conservé un soutien militaire suffisamment puissant pour empêcher Guillaume Soro de prendre le contrôle du mouvement. C'est une hypothèse qui est séduisante, mais elle ne peut pas être prouvée. On ignore quelle position Zagazaga aurait adoptée dans la rivalité entre Ibé et Soro. On ignore s'il serait resté fidèle à Ibrahim Coulibaly, s'il aurait rejoint le nouveau commandement ou s'il aurait tenté d'imposer sa propre autorité. Dans une organisation armée encore fragile, la mort d'un commandant historique modifie nécessairement les rapports de force. Mais mesurer exactement cette modification reste quelque chose d'impossible. La rébellion, elle survit à son décès. Les combats de 2002 conduisent à la partition du pays. Les insurgés contrôlent le nord, tandis que le gouvernement va conserver le sud du pays. Les accords de Lina-Makorsi, signés en 2003, gèlent en partie le conflit sans réunifier véritablement l'armée. Cette fracture se prolongera jusqu'à la crise post-électorale de 2010-2011. Voilà pourquoi l'histoire de Zagazaga dépasse celle d'un simple combattant. Son parcours permet de comprendre comment une frustration, née dans les années des casernes en 1999, a traversé plusieurs régimes. En 1999, les armes vont servir à réclamer des primes avant de renverser le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Bédié. En 2000, les anciens putschistes se retournent contre le général qu'ils avaient installé, c'est-à-dire le général Robert Guèye. Et puis en 2002, une partie de ce même réseau revient pour chasser le président Laurent Gbagbo. À chaque étape, les alliances politiques changent, mais les hommes, les armes et les méthodes vont se retrouver. Zagazaga appartient à cette génération de soldats qui découvrent que la force peut ouvrir les portes du palais présidentiel. Une fois cette porte ouverte, elle ne se referme plus facilement. Était-il un soldat révolté par les injustices de son époque? Un putschiste devenu chef rebelle? Un homme utilisé par des ambitions plus grandes que la sienne? Le qualifier alors uniquement de héros ferait disparaître la violence du coup d'État et de la rébellion. Le réduire aussi à un simple bandit empêcherait de comprendre les crises politiques, militaires et identitaires qui ont rendu son ascension possible. Zagazaga n'a jamais gouverné une région pendant 10 ans. Il n'a jamais occupé de poste ministériel. Il n'a jamais eu l'occasion de réécrire publiquement son propre passé. C'est peut-être pour cela que son nom reste dans l'ombre de Guillaume Soro, d'Ibrahim Coulibaly, de Ouattao ou même de Chérif Ousmane. Mais je dirais, lorsqu'on revient au commencement, il est là. Il est dans la poudrière d'Akwedo en 1999. Il est dans la fracture de l'armée sous Robert Guèye. Il est dans le réseau des soldats exilés. Et il est là, surtout à Bouaké, le 19 septembre 2002, lorsque la Côte d'Ivoire bascule dans une crise qui durera près d'une décennie. Son destin nous laisse donc avec une question essentielle. Lorsque l'histoire d'un pays est écrite par les vainqueurs, que reste-t-il de ceux qui sont morts avant de pouvoir raconter leur propre version? Zagazaga a contribué à ouvrir une époque, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour contrôler ce qu'elle allait devenir. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable mystère de son histoire. Chers amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine.